C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, édition Halloween. Tu m'as fait peur. Voilà, ben c'est ça. Ça a marché, Voilà, c'est tout en ayant du plaisir, n'est-ce pas? Pascal Forget, bonjour. Bonjour Alain McKenna, content de te voir. Je te salue. Je me Carrément. permets de saluer tout de suite nos partenaires, GoDaddy.ca, Microsoft et TELUS, et aussi la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui fait une boisson caféinée ou pas, avec du café en grains ou moulu, selon votre choix, avec un écran qui permet de choisir de façon précise la quantité de lait, de café et d'eau qu'on ajoute à ces boissons. Un seul bouton, une délicieuse boisson, vraiment fantastique. Allez voir la salle de montre chez Edica à Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Vous allez voir toutes les machines Jura. Elles sont magnifiques et ça donne un résultat assez fantastique. Faut le dire, c'est pas donné. Mais quand on pense au mocha, j'ai pris un café dans un café cher, récemment. les cafés dans les cafés, ben oui. Ça coûte cher et c'est pas aussi bon que ce que je fais avec ma machine Jura à la maison. Ça se rentabilise très, très vite. Surtout si vous êtes plus d'une personne à la maison. Merci Jura. Et si Alain? vous essayez de faire un latte épicé à la citrouille, excusez-moi, un latte à la citrouille épicé avec votre Jura, la machine explose et c'est tout à son honneur. Parce que C'est c'est mal. pas bon. C'est mal, ces boissons-là. On Du veut marketing. du délicieux café. Je peux pas On croire veut que pas le des latte boissons. à la citrouille, c'est bon. C'est J'ai ça, jamais on veut goûté, pas un mais en tout cas, dessert. Voilà. voilà. On juge. J'espère que tu as passé une belle semaine, Gadget Techno. Je vois ta chemise, elle aussi semble tout droit sortie d'un truc d'Halloween. Moi, je suis en mode automnal. sur Moi, les YouTube. feuilles me tombent dessus en ce moment. C'est pas littéralement, mais je suis dans les couleurs de la saison. Je vais dire ça comme ça. Et puis, je vais vous aussi dire ceci. C'est un gros automne dans les technos. Il n'arrête pas d'avoir des affaires qui sont annoncées à gauche et à droite. Je vais recevoir une balayeuse. Je ne savais même pas que ça se pouvait. Je ne savais même pas que c'était de la technologie. Fait qu'écoute, Ben oui, ils sont maintenant, on peut. les aspirateurs sont de plus en plus technologiques. Toi, tu vas parler de la Surface de Microsoft. En fait, plus tard, oui, merci de le dire, Ben parce voilà, que j'ai voilà. la Surface Pro 9 que, tant qu'à faire, parce que j'ai fait le déclic, je vais l'essayer et on va en parler en même temps que, et celle-là est plus dure à ouvrir, l'iPad Pro, le nouvel iPad Pro, le 13 Voilà. pouces, qui est exactement la même dimension, épaisseur, largeur, hauteur. Donc, et je pense qu'on cible le même public. Donc, on va parler de ça en Voilà. troisième segment. Toi, tu es Moi, je vais encore en vous mode dire ça, voyage. mode voyage avec la Pixel Watch que j'ai essayé en voyage. Ceux qui sont intrigués par la Pixel Watch, je dirais oui, mais Google aurait pu faire mieux. Je résume comme ça. Oui, mais Ouais. Google aurait pu faire mieux, mais ça reste une montre quand même assez sympathique et c'est celle que je porte en ce moment. C'est en du raison de sa potentiel grâce, mal belle exploité, la montre de Pixel. potentiel qui aurait pu aller plus loin. On aurait pu nous Exactement. émerveiller, mais j'en parle plus en détail avec plus de détails. Ça reste un achat intéressant pour quelqu'un qui a un téléphone Android et qui veut faire non aux utilisateurs d'Apple Watch qui vont se retourner et vont vous faire non en montrant leur Apple Watch qui a plus de fonctions. Voilà, on est rendu à la 8e génération de l'Apple Watch quand même, versus la première de la montre de Google. Oui, Wear OS. L'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref, toute l'actualité de la journée, sans flafla, directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour, InfoBref. D'ailleurs, il y a un podcast quotidien maintenant qui résume l'actualité. De l'oreille attentive, n'est-ce pas? Oui, parce qu'effectivement, en fait, j'ai appris ça la semaine dernière, on peut demander à Alexa de nous raconter l'actualité du jour. Et InfoBref retentit dans votre enceinte connectée avec Alexa. Écoute, ça donne des idées, peut-être qu'on peut avoir une tasse de tech en version Alexa, nous aussi, je ne sais pas, c'est à suivre. Mais oui, effectivement, mais tout le monde a des balados maintenant, donc ça fait partie de la vie. Toutes n'ont pas, n'est-ce pas, 7 saisons derrière la cravate. Excellent. Une tasse de tech maintenant partout en réalité virtuelle. Bientôt dans le métavers. Alexa. Voilà. Bumble rend son intelligence artificielle qui filtre les images de Kiki non réclamées accessible à tous. Je voulais lancer avec ça. Je voulais dire le mot Kiki dans le podcast. Tu veux dire autre chose par ce mot-là, j'ai l'impression. Exactement. C'est un mot que je veux utiliser pour ne pas irriter les oreilles sensibles, mais veut pas les images de Kiki non réclamées. Ce qu'on dit en anglais, on parle de dick pics. Là, de dick pics, oui. Voilà. Parce que je voulais qui sont un fléau pour bien des gens sur Internet. C'est ça, ceux qui utilisent entre autres les sites de rencontres ou les applications de rencontres. Je suis âgé, je parle encore de sites, c'est maintenant des applications de rencontres. Ben, Bumble a un filtre qui utilise l'intelligence
intelligence artificielle qui est très efficace, jusqu'à 98% du temps, va filtrer les images non désirées, celles qui n'ont pas été sollicitées, va mettre un flou et va dire à la personne, veux-tu la voir ou non? On s'entend, on est des adultes, ça se peut qu'on veuille la voir ou non. Il y aurait, selon Bumble, moins de 0,1% des utilisateurs du site qui utilisent l'application pour partager des images inappropriées. Bumble, pour bien faire, a décidé d'offrir son intelligence artificielle, son filtre d'images comme ça, gratuitement à tous, de façon à code ouvert, comme on appelle open source. Donc, ça pourrait facilement être utilisé par, qui sait, d'autres applications de rencontres ou encore des sites qui n'ont pas nécessairement les ressources pour muscler. Comme il disait, c'est pas de la grande science technologique de créer une intelligence artificielle qui filtre les images de Kiki. On s'entend que ça se ressemble. Il faut juste avoir l'outil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut avoir l'outil. Dans le cas d'un Kiki, c'est assez ça qui. Enfin. Ah oui, non, mais je veux dire, avoir l'outil pour les identifier. Il faut avoir l'outil pour les reconnaître, mais il faut entraîner. Oui. Donc, c'est assez. Une fois qu'il est entraîné, c'est pas de la haute technologie d'entraîner un outil à reconnaître quelque chose. Voilà. Mais le fait que ce soit déjà entraîné, le fait que ce soit déjà prêt, ben, ce qu'il dit, ça va permettre à peut-être des des petites entreprises en développement qui vont pouvoir utiliser ce moteur-là de façon plus rapide et plus efficace et gratuitement, on le répète, parce que Bumble l'offre. Merci Bumble. Pour les gens qui ne connaissent pas le site de rencontre Bumble, c'est un site qui est très intéressant, je trouve, parce que c'est les femmes qui font le premier pas. Les messieurs ne peuvent pas solliciter, donc c'est les madames qui choisissent. Donc, ça peut être une application où je pense que le taux de rencontre, peut-être que le niveau de sérieux est peut-être plus important dans Bumble. Essayez ça si jamais ils ont offert leur intelligence artificielle avec leur filtre à Kiki. Voilà. C'est tout. Bonne nouvelle. Moi, je vais du côté plus politico-économico, télécommunicationno, parce qu'apparemment, j'ai un accent espagnol, je ne sais pas. Il y a une nouvelle cette semaine à propos de la fameuse volonté par Rogers d'acquérir Shaw, là, qui est l'opérateur plus dans l'Ouest canadien qu'on connaît moins ici, mais transaction de 26 milliards de dollars, en tout cas, qui est quand même assez... qui fait jaser, en tout cas, depuis plusieurs mois. Et c'est le ministre du Développement économique et de l'Innovation, François-Philippe Champagne, qui, cette semaine, a finalement mis son pied par terre et qui a dit essentiellement qu'il s'opposait à l'acquisition par Rogers de son rival Shaw sous sa forme initiale. Et ça, ce sont des guillemets là, entre un et l'autre, parce que je cite ce bout de phrase-là, c'est une citation. Et je pense que c'est le bout clé de ce qu'il a dit. Il en a dit pas mal plus là, par rapport à ça, parce que Shaw et Rogers, plus tard cette semaine, vont s'asseoir avec le commissaire du Bureau de la concurrence du Canada pour discuter de comment revoir le package pour justement faire l'affaire, satisfaire en fait les exigences du gouvernement. Le gouvernement qui, en principe, se positionne en défenseur du consommateur dans les télécoms en disant on veut plus de diversité, plus de concurrence pour que les prix descendent et plus de choix. Concrètement, ça n'a pas toujours été clair comment cette volonté-là s'exprimait dans les décisions concrètes qui ont été prises au fil des dernières années. Mais là, cette fois-ci, ce que j'entends entre les branches, c'est que pour une fois, on a vraiment mis le pied à terre de la bonne façon pour défendre les intérêts des consommateurs. Surtout parce que dans cette décision-là, il y a une deuxième partie de l'affaire qui concerne plus spécifiquement Vidéotron et Québécois, qui pourraient étendre, eux, leur volonté, on le sait, c'est d'étendre leur réseau à l'ensemble du pays. Donc, vraiment d'avoir de la 5G mur à mur. Et il y avait, sous certaines conditions, la volonté par Shaw de se défaire de Freedom Mobile, qui était son réseau sans fil, et de le vendre à Vidéotron dans le cadre de la transaction avec Rogers pour le reste de ses activités. Et là, ce que M. Champagne a dit, c'est que, OK, cool, allons-y avec ça, poursuivez vos conversations avec Québécois, mais voici mes conditions. Et les conditions, il y en a deux, c'est que, premièrement, on veut que Vidéotron se porte acquérant et s'engage en fait à conserver les ondes sans fil de Freedom pendant au moins 10 ans. Donc, on veut créer un réseau national durable et pas juste quelque chose qui pourrait être utilisé pour être revendu ensuite. Et l'autre condition, c'est qu'on veut que la structure de prix qu'on voit au Québec soit étendue à l'ensemble du Canada plutôt que l'inverse. Ce que le gouvernement fédéral constate, c'est que les prix des sans-fil est 20 moins élevés, des forfaits sans-fil est 20 moins élevés au Québec qu'ailleurs dans le Canada en moyenne. Hey boy! Moi, ma conclusion de tout ça, et ce qui me fait vraiment décrocher la mâchoire, c'est comme, ah oui, ça coûte encore plus cher au Canada. C'est exactement ce que je veux dire. Le reste du Canada, n'est-ce pas, qui doit payer une petite fortune parce que c'est pas donné non plus chez nous. Et là, ce qu'on réalise, c'est que ça coûte encore plus cher ailleurs. Ce que j'ai hâte de voir, c'est ce que ça va donner, parce que là, il y a bien des gens qui pensent que tout d'un coup, pouf, ça va faire avorter la transaction, mais je pense que non. Et ce que je comprends des analystes qui ont réagi par rapport à ça depuis, ça fait pas 24 heures pour nous, là, que ça a été annoncé, c'est qu'au contraire, Rogers travaillait déjà sur une contre-offre, une deuxième proposition qui satisferait davantage les exigences du gouvernement. Ça va être à suivre, en tout cas, parce que ça va se conclure, c'est sûr, au fil des prochaines 2-3 semaines. Et je pense que c'est un peu le message. Le vrai message en voyant à travers tout ça, c'est comme, OK, réglez ça rapidement, là, mais réglez ça aussi de la bonne façon.
Donc, ça va être à suivre bientôt. Mais je pense que si on avait à prendre un pari pour clore cette histoire-là maintenant, c'est que la transaction va se faire. Vidéotron va être un joueur national rapidement, d'ici 2024 ou 2025 au plus tard. Et on aura probablement, chez nous, peut-être pas des tarifs moins élevés, mais ailleurs au Canada, sans doute, ça va contribuer à réduire un peu le coût des forfaits sans fil. Oui, mais si Belle histoire. Vidéotron devient national, ça va être gagnant pour le consommateur. Si dans le reste du Canada, ils ont des tarifs moins élevés, le consommateur, c'est rare que des transactions comme ça pourraient, on va toujours y aller au conditionnel, pour amener des meilleurs tarifs, des meilleurs forfaits pour les consommateurs. Idéalement, on pourrait aussi ouvrir un peu aux opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs virtuels, pour qu'un joueur comme Cogeco, entre autres, puisse se faire une place aussi et que d'autres joueurs régionaux continuent d'émerger, ce qui ferait encore plus baisser les prix. Mais clairement, le gouvernement fédéral n'était pas rendu là. À suivre. Voilà. Tu nous parles de Shutterstock qui a... c'est pas une bonne nouvelle, ça se peut-tu? Ben, c'est étrange comme nouvelle parce que c'est une banque d'images, Shutterstock. Ceux qui sont pas familiers, c'est des banques où on peut acheter des images ou des fois, il y en offre à très prix réduit. Donc, si on veut faire, je sais pas moi, une publicité, au lieu de prendre un photographe, d'engager quelqu'un, trouver des mannequins et tout, ils ont des banques d'images de gens heureux, de gens qui sont tristes, de gens qui sont de coucher de soleil, de choses comme ça. Et c'est des images qui sont créées par des artistes qui soumettent leurs photos à Shutterstock, qui les revendent aux gens. Donc, il y a des studios carrément qui font des dizaines et des dizaines de photos de quelqu'un plus heureux, plus triste, qui a une idée, qui a une mauvaise idée, qui mange, qui est assis, qui est debout. Et là, on a décidé d'offrir des images générées par le générateur d'images DALL-E, DALL-E de OpenAI. Donc, des images basées sur du texte, ben oui. Sur du texte. Donc, tu tapes ce que tu veux et c'est un peu ce qu'on veut dans une banque d'images. Je veux quelqu'un qui est heureux, qui a l'air d'avoir une bonne nouvelle pour mon produit, un suppositoire, je ne sais pas quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça rend heureux, apparemment, ben oui. Ça rend heureux, ça détend, on aime ça. Donc, plutôt que d'offrir des images de la banque, on va offrir des images qui vont être générées sur demande en fonction des besoins du client. Ce qui est assez particulier parce que depuis 2021, OpenAI, les créateurs de DALL-E, ont collaboré avec Shutterstock pour entraîner avec sa bande d'images l'intelligence artificielle. Donc, on a pris les images qui ont été créées par des humains, des artistes humains, on a entraîné l'intelligence artificielle avec cette banque-là. Et là, on dit, on va vendre les images générées par l'intelligence artificielle. Les artistes, à ce moment-là, on n'a plus besoin de vous. On a entraîné l'intelligence artificielle. Donc, Shutterstock promet qu'on va compenser financièrement les artistes dont l'œuvre, dont les photos ont travaillé à développer le modèle d'intelligence artificielle. Et là, combien? Rétroactivement, on va avoir un pourcentage. OK, on a entraîné l'intelligence artificielle avec tes photos, tu vas avoir quoi? Quelques fractions au-dessous? Plutôt que d'avoir un montant peut-être plus important pour l'achat d'une photo concrète. C'est assez particulier. Et ce qui est très drôle, c'est que les artistes, eux, ne peuvent pas offrir à Shutterstock des images qui ont été créées avec une intelligence artificielle pour des raisons de droit d'auteur. C'est quand même très drôle. Shutterstock le fait, mais les artistes ne peuvent pas le faire. Et c'est très drôle parce que la banque d'images Getty, une autre banque d'images très connue, avec des images, entre autres, d'artistes d'Hollywood et tout, a banni la vente d'images qui sont générées avec les intelligences artificielles. Mais, et je trouve ça astucieux, peut-être un bon compromis, va travailler sur des outils qui pourraient modifier le contenu d'une image existante. Donc, prendre une photo, disons, de Marilyn Monroe officielle et dire, OK, mais j'aimerais qu'elle sourie plus, j'aimerais qu'elle soit triste, j'aimerais avoir une photo, mais j'aimerais que ce soit des gens d'une couleur de peau différente, des gens qui sont debout au lieu d'assis, que ce soit un type de... Donc, on part d'une photo originale, mais on pourrait la modifier avec l'intelligence artificielle. À ce moment-là, l'artiste pourrait avoir un montant et l'intelligence artificielle pourrait l'adapter aux besoins d'un client qui cherche une photo de banque d'images. Wow. Moi, en pensant à tout ça, je me dis de quoi va avoir l'air Photoshop en 2025? Est-ce qu'on va parler à Photoshop? OK, j'aimerais que la peau soit un peu plus lisse, j'aimerais avoir l'air 10 ans de moins et j'aimerais avoir une chemise bleue. Et boum, l'intelligence artificielle va complètement transformer notre photo exactement comme on le veut, sans avoir... Puis il va y avoir l'effet inverse. Il va y avoir des banques d'images sans intelligence artificielle, comme il y a des légumes sans OGM et des trucs comme ça. Et ça va être très drôle d'aller chercher des photos vintage. Mais là, comment tu vas démontrer que les photos n'ont pas été adaptées, modifiées, travaillées? Comment authentifier? C'est au-delà du no filter.
C'est no AI. Nos retouches. Nos retouches par l'AI. C'est incroyable. Et tu avais une autre nouvelle? Oui, c'est passé un peu sous le radar. Ça a été publié le mois dernier, mais l'Observatoire des technologies médias a fait le bilan de qui est abonné à quoi dans les services en ligne de vidéos sur demande au Québec, parce qu'on le sait, on parle tout le temps du virage numérique et du rouleau compresseur qu'est Netflix. Et bien, les statistiques le prouvent, en fait, parce que justement, cet automne, c'est un sondage qui a été fait donc à la fin de l'été. Ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, il y a 62 des ménages québécois qui sont abonnés à Netflix. Ça, c'est 2 personnes sur 3, grosso modo, 2 familles sur 3. Et c'est un bond appréciable par rapport à avant la pandémie, où on était en 2019 à 37 c'est donc dire, n'est-ce pas, qu'il y a pas mal plus de monde qui sont abonnés à Netflix, qui, je crois, sont abonnés au câble parce que les statistiques étaient plus près de moitié-moitié en termes d'abonnement. Je pense que ça a dépassé le nombre d'abonnés au câble, si je Et, m'abuse. et cette hausse-là, évidemment, il y a un effet pandémie parce que ça a été discuté en long et en large comment ça a justement affecté les abonnements aux services sur demande. Mais il y a aussi, je pense, le début de quelque chose de plus gros parce que Netflix s'en vient dans un mois et demi environ avec sa fameuse version appuyée sur la publicité, donc financée par la publicité qui va être beaucoup moins chère. On s'attend à ce que le nombre d'abonnés agrandisse encore un peu. Donc, ça risque de continuer. Les autres services, dans la même veine, là, sont quand même sont populaires, mais on ne va pas s'énerver avec ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que le plus gros, le numéro 2, en fait, après Netflix, c'était Amazon Prime Video, où il y a 31 des Québécois des ménages québécois qui seraient abonnés à Prime Video. La question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que les gens qui sont abonnés à Prime pour la livraison gratuite quand ils achètent des produits sont inclus ou ne le savent pas qu'ils l'ont ou quoi? Parce que je pense que ce chiffre-là n'est peut-être pas tout à fait représentatif. Voilà, parce que moi, je l'ai pris d'abord pour ça. Puis je dis, donc, j'ai Amazon Prime Video en bonus. Alors, pourquoi pas m'abonner à la livraison Prime en même temps? Et je pense que je ne rentabilise pas ma livraison Prime. Je ne rentabilise pas Prime Video, mais les deux ensemble, j'ai quelque chose qui coûte 80 $ par année, puis j'ai des vidéos et la livraison gratuite. Exact. Pas loin derrière, il y a Disney+ à 24 donc un ménage sur 4 au Québec a Disney+. Je ne sais pas si l'effet Star Wars ça fait sentir. Les enfants, moi, je soupçonne que c'est les gens qui ont des enfants, je pense qu'ils vont être plus portés. C'est peut-être un préjugé, mais je pense que les ménages avec des enfants ont probablement tendance à aller plus vers Disney. Moi, je vois moins l'intérêt après être abonné à Netflix et à Amazon Prime. Et arrive ensuite dans le sondage, en fait, de l'Observatoire, l'extra de Tout TV, Crave, The Bell et le Club Illico de Vidéotron. Chacun ont à peu près 11 à 13 du marché québécois. Les trois ensemble ont moins que Netflix en termes de part de marché. Donc, je pense que le message qui devrait être envoyé là est clair. Si on veut que le contenu télévisuel québécois continue à rayonner, n'est-ce pas? Continue, j'insiste sur ce mot-là qui n'existait pas. Je sais que tu as fait exprès. Je sais que tu as fait exprès. Mais c'est RBO, je pense, qui l'a mis au jour, mis au monde, ce terme. Mais en tout cas, peu importe. Il faut mettre un effort, il faut trouver une formule, soit une plateforme. Moi, ce que j'aurais vu, et ça fait longtemps, c'est que le Tout TV aurait dû devenir la plateforme que tout le monde utilise, peu importe le diffuseur, mais ça n'a pas été le cas pour des raisons de c'était au début, si je ne m'abuse. C'était la volonté. Au début, c'était la volonté, puis c'est devenu malheureusement divisé. Chacun y va avec sa plateforme. TVA, Télé-Québec. Sinon, il va falloir, en tout cas, il va falloir faire je ne sais pas quoi avec Netflix, mais bref, ça soulève plus de questions que ça répond à la situation et on voit que c'était en virage parce que plus les gens sont jeunes, moins ils regardent la télé traditionnelle et le contenu local et puis ils regardent des services web comme Netflix et même YouTube et TikTok qui sont même plus du contenu télévisuel. Ils regardent plus TikTok que Netflix dans certains cas, alors c'est assez terrible. Criant. Ça fait le tour des actualités de la semaine pour nous. On fait une courte pause, on revient avec notre entrevue. On va parler de jeux vidéo parce qu'on va faire un peu écoute, en un temps record, le tour de l'état de santé de l'industrie québécoise avec les gens de Behavior qui célèbrent son 30e anniversaire cette année. Donc, on va aussi parler de ça. Restez avec nous. On revient tout de suite. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bonjour et bienvenue à Une tasse de tech édition pré-Halloween ou post-Halloween. En tout cas, j'avoue que j'aurais dû me déguiser. Je n'ai pas pensé à ça. Ta chemise est pas mal, Alain. Bon, tout ça, toi aussi, tu me fais remarque. Je pense couleur que je la porterai seulement l'automne. C'est une chemise d'automne, couleur d'automne. Je suis dans le ton, il n'y a pas de doute.
C'était une grosse fin de mois d'octobre. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines à Montréal, des conférences, des événements, des choses comme ça. C'était aussi une année anniversaire pour nos invités, mais avant ça, je te laisserai, si tu veux, Pascal, présenter le segment. Oui, les entrevues de la semaine sont une présentation de GoDaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise, GoDaddy.ca. Vous avez envie d'un site web, vous voulez un site web, vous voulez faire des tests de site web, ils ont tout ce qu'il faut pour vous. GoDaddy.ca. Merci à vous. Merci, Pascal. Alors, on a des gens de Behavior avec nous aujourd'hui parce que, premièrement, c'est le 30e anniversaire de ce studio indépendant montréalais qui est quand même, je dis indépendant, ça ne sonne pas comme un petit studio, c'est quand même une grosse entreprise qui a eu beaucoup de succès au fil des années. Pour plein de raisons, mais aussi des gens qui étaient présents la semaine dernière au Megamix, et c'est un peu ça, on voulait revenir un peu sur l'événement qui est quand même assez central dans l'industrie du jeu vidéo. Mais il y a aussi des affaires pas mal de fun qui se passent chez Behavior. Et pour en parler, on a avec nous Stéphanie Marchand et Jean-François Burroughs. Qui étaient au Megamix la semaine dernière, si je ne me trompe pas. C'est le cas, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Excellent. Est-ce que vous avez aimé l'événement? Comment ça s'est passé pour vous? Bien, on a adoré. On était là tous les deux, puis on a rencontré des gens, mais on était beaucoup de Behavior, en fait. On était une soixantaine qui étaient présents pour les conférences, pour rencontrer des partenaires, un peu de tout. Mm-hmm. Donc, en fait, je pense que ça a été une très belle année. L'organisation était bien, le site était... c'était très bien, là, à l'hôtel. Ça avait été. C'était un retour à personne en plus. C'était comme depuis 3 ans qu'on ne se voyait pas. Là, c'était l'occasion, effectivement, de croiser des gens physiquement en personne. Donc, ça, c'est un gros plus. Montréal, c'est un petit village, le jeu vidéo. C'était vraiment le fun là, de recroiser tous des gens qu'on n'a pas vus dans notre cas plusieurs années. C'était vraiment le fun. C'est un bel événement. Puis je sais qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient abordés. De mon côté, ce dont on me parlait beaucoup, c'est, puis je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air que vous me direz, c'est dans le thème de votre côté aussi, mais on parle beaucoup du financement du jeu vidéo en ce moment au Québec. Pour plein de raisons. Puis je pense que la Guilde du jeu vidéo qui représente l'industrie avait aussi veut revoir la façon dont les choses se font. Comment ça va l'industrie? Vous avez les deux pieds dedans, vous le voyez. Le jeu vidéo à Montréal et au Québec se porte quand même plutôt bien, non? Oui. Assurément, ça va bien. Sauf que Montréal est rendu pratiquement une des plateformes avec le plus de studios internationaux aussi en tant que tel. Fait que ça augmente beaucoup de gros enjeux aussi. Et le financement, c'est aussi de trouver les gens. Chez nous. Ça, c'est beaucoup l'enjeu principal. Dans différents médias cette semaine, ça parlait de pénurie d'emploi dans le jeu vidéo. Avant, c'était pas le cas, mais comme tout le monde, on a aussi ce problème-là en tant que chez Behavior, partout dans l'industrie. Oui. Bien, ça, c'est bien que tu mentionnes parce que vous venez d'ouvrir un studio à Toronto. Donc, Behavior maintenant, ou en tout cas, vous venez de l'officialiser. Je pense qu'il était déjà là un peu avant. Mais là, il y a vraiment la volonté de créer un deuxième pôle à l'extérieur. Puis, vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Est-ce que c'est une solution, ça, pour justement trouver les spécialistes, cette espèce de. On sort un peu de Montréal pour aller chercher des gens à l'extérieur? Il y a différentes stratégies qui ont été employées par différentes boîtes. Pour nous, ouvrir un bureau en Ontario, à Toronto, ça nous permettait d'aller connecter vers d'autres marchés. Il y a des écoles. L'Ontario n'est pas nécessairement aussi saturé, je dirais, que le marché de Montréal. Fait que ça ouvre quand même à l'extérieur. Donc, ça ouvre un bassin d'employés potentiels qu'on avait de la difficulté à atteindre. Puis le bureau de Toronto est une extension du bureau de Montréal, donc il va être géré en fait là, sur nos équipes respectives qu'on a à l'interne. Oui. Ben, ça a du sens, puis c'est ce qu'on voit aussi. On l'a vu avec, je pense qu'il y a le retour d'Ubisoft qui, lui, va plus dans les régions du Québec. Oh, je viens de frapper mon micro. Mais il y a vraiment cette volonté aussi d'élargir un peu disons, le rayonnement de ce qui est l'écosystème montréalais, disons-le comme ça. C'est intéressant, ça. Puis, je pense que toi, Jean-François, tu es responsable de la propriété intellectuelle au sein de Behavior. C'était une autre conversation, ça, dont j'ai entendu parler, cette notion de développer justement parce qu'on parle évidemment de la question du nombre d'emplois. Quand on parle du secteur du jeu vidéo, souvent on parle c'est une grosse entreprise parce qu'il y a beaucoup d'employés, mais il y a aussi beaucoup de création qui se fait ici, qui appartient à des entreprises d'ici. Et vous êtes un bel exemple de ce qui se fait de ce côté-là. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que tu sens qu'il devrait en avoir plus qui se créent comme ça au Québec ou à Montréal, contrairement à des choses qui se font ici, mais qui appartiennent à des sociétés étrangères, par exemple? C'est... Pour les développeurs, pour les gens du plancher, il n'y a pas une grande différence en tant que tel. Jusqu'à certains points, pour un concepteur de jeu qui travaille pour une boîte française ou qui va être une boîte d'Asie ou une boîte montréalaise, ça ne change pas grand-chose en tant que tel à ce niveau-là. Au niveau de l'entreprise, je pense chez nous, en fait, peut-être un petit correctif, là, Alain,
on fait du développement d'IP depuis des années chez nous. On a fait des jeux à l'époque, on les faisait pour d'autres, mais c'est quand même nous autres qui faisaient le développement IP. Puis même du côté de Stéphanie, on en fait aussi du développement d'IP. C'est juste que nous, on édite les nôtres. En fait, c'est la différence entre les groupes, les gens qui sont dans mon groupe versus le groupe de Stéphanie chez Behavior. C'est pas publishing. Mais c'est certain que on parle de valeur ici, là, la valeur de notre industrie, ce qu'on apporte, c'est certain que de créer de la propriété intellectuelle qui appartient à des entreprises québécoises, c'est un must, là, ça intéresse tout le monde. C'est déjà quelque chose, dans les grandes entreprises, il y a nous, mais depuis là, la pandémie, avec les gens qui ont travaillé de la maison, les petites entreprises, les studios indépendants sont en effervescence au Québec. Donc, il y a aussi vraiment à ce niveau-là, on voit toute une relève et toute une recherche du développement d'IP qui a lieu. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et c'est des gens qui ont eu la chance peut-être d'apprendre comment faire ça dans des grands studios internationaux et qui maintenant peuvent mettre à profit, dans le fond, cette expertise-là et de développer pour nous. Donc, c'est vraiment un écosystème, le jeu vidéo, à Montréal, où tous les studios se refient. On est très proche aussi du milieu de l'éducation. Là, juste le mentionner parce qu'on parlait de talent. On est le 3e pôle mondial en ce moment avec Tokyo et la côte ouest, en fait, le Bay Area aux États-Unis. Donc, il n'y a pas beaucoup d'industries dans lesquelles on est en top 3 au monde. On s'est rendu là à force de sueur et tout. Mais vraiment, au Québec, je pense que tout le monde apporte à cet écosystème. Les écoles sont là, les entreprises sont là. Puis maintenant, c'est ce qu'on voit là. Donc, je pense qu'il y a eu une époque où les petits studios, c'était un peu disparu. On parle des années plus difficiles, là, 2010, 2012, après la crise aux États-Unis. Puis là, il y a vraiment cette ferveur-là qui revient. Et moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup au Mix la semaine dernière. Beaucoup de gens que je connaissais, que j'ai revus, quand je leur disais, mais t'es où maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de gens, je n'aurais pas nécessairement pensé ça, me disent, écoute, j'ai parti mon projet, j'ai parti mon studio. Puis, ça va bien, on travaille là-dessus et tout ça. Donc, clairement, il y a cette énergie-là et ce désir-là au Québec. Non, c'est très bien. C'est ça, c'est une question de masse critique, je pense. Il y a une forme d'attraction vers Montréal pour les studios, peu importe le format ou leur stratégie d'affaires qui fait que il arrive à un stade où c'est inévitable quasiment d'avoir une présence ici, puis ça, c'est tout à l'honneur du secteur. Un des sujets, en parlant aux organisateurs du Megamix, il y avait beaucoup de nouvelles petites formes, des conférences, des panels, des choses comme ça sur l'inclusivité, la diversité, tout ça. Ça a été un enjeu. On en a discuté pendant une couple d'années dans le secteur plus large. Pas juste des jeux vidéo, mais aussi des effets visuels. Tout ce qui était multimédia à Montréal, il semblait y avoir une espèce de malaise par rapport à ça. Et là, je pense qu'on a abordé ça de front au Megamix avec certaines conférences. Est-ce que c'est quelque chose que... Je ne veux pas dire que vous rencontrez, mais chez vous, chez Behavior, comment vous voyez ça, la diversité? Il me semble que ça m'apparaît comme un secteur extrêmement diversifié, mais j'ai évidemment pas les pieds dans le secteur au quotidien. Est-ce que c'était véritablement un enjeu, ça, pour l'industrie du jeu vidéo, de justement d'aller chercher des travailleurs, mais aussi des gens au niveau de la gestion, tout ça, qui viennent de tous les horizons? Tout d'abord, c'est un enjeu en sciences. OK, on va prendre un step back là. Jean-François et moi, on vient tous les deux, on est ingénieurs informatiques, on vient de Polytechnique et j'ai gradué il y a une vingtaine d'années. Il y a le même pourcentage de filles qui graduent de génie informatique aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Donc, malgré le fait, puis on participe là, les deux à toutes sortes de regroupements, encourager genre filles et les sciences, toutes sortes d'événements pour encourager. Là, je parle des filles, on va même parler de la diversité ensuite, mais longtemps, ça a été ça le débat. Aller chercher des filles pour cette industrie. Donc oui, il y a toujours un défi, puis comme je disais, là, c'est pas que le milieu du jeu, c'est un peu le milieu scientifique. Parce qu'évidemment, on a les programmeurs, mais même les artistes et tout, donc tout passe par l'ordinateur. Hein, donc, fait que déjà, on a ce défi-là. Et ensuite de ça, oui, en fait, je pense qu'on n'a pas exactement ce qu'on vise, en fait, c'est d'avoir la même représentation dans notre entreprise que la société de Montréal. Là, ce serait très dur de mettre des objectifs, de nécessairement pas tout dépasser ça. Mais c'est un peu la même situation où on veut les attirer dans nos entreprises, mais en fait, il faut les amener aussi à aller faire les formations
parce que c'est ça aussi. Nous, on prend les gens qui graduent. Donc, comme société, c'est de s'impliquer et d'aller vraiment faire connaître ces métiers-là. Il y a toujours un peu un stigma, le jeu vidéo. Est-ce que c'est un emploi sérieux? Est-ce qu'on peut faire une carrière? Oui. Oui. Donc, il y a un peu tout ça à aller faire au niveau de la société aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes sortes de nouveaux métiers qui arrivent avec les jeux live, le streaming, les gestionnaires d'influenceurs, tous ces nouveaux métiers liés aux communications, entre autres, qui nous permettent aussi d'aller recruter des gens qui n'ont pas nécessairement fait des études qui étaient prévues en se disant « je vais aller faire ma carrière en jeu vidéo ». Donc, d'aller vraiment chercher des gens dans d'autres industries. Puis, je vous dirais qu'on a cette opportunité-là, c'est des industries qui sont peut-être où la diversité, où les femmes sont plus représentées. Donc, c'est une opportunité pour nous là, d'aller chercher ces gens-là et ensuite aussi de présenter, je pense que l'industrie doit présenter des modèles à la société, doit faire, on parlait de la guilde, tu sais, dans les défis du mix, il y avait les derniers jours qui étaient des portes ouvertes aussi au public. Donc, d'aller vraiment montrer à tout le monde que c'est inclusif, le jeu, c'est une carrière, vous pouvez venir. Donc, je ne réponds à la question, mais chez nous, vraiment, là, ça a toujours été... c'est important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais donc, il y a une partie de la compagnie on met du temps aussi à aller convaincre ces populations de venir dans l'industrie, de s'intéresser à nous, d'aller faire des formations dans les écoles. En diversifiant aussi votre modèle d'affaires, ça doit aider. Je sais que moi, je connaissais Behavior par Dead by Daylight, mais je pense qu'en parlant avec Rémi Racine, qui est le grand patron récemment, il me disait on veut faire un push dans ce qu'on appelle la ludification dans le secteur d'entreprise. Donc, créer vraiment des applications qui seraient plus, je veux dire, sérieuses et le fun à la fois. Vraiment pour le marché, un marché professionnel qu'on vous touche moins dans le jeu vidéo, mais qui est quand même une business. Est-ce que vous voyez ça comme une partie de la solution, de diversifier un peu les horizons, permet aussi de diversifier les gens qui s'intéressent au secteur en tant que futurs professionnels? C'est sûr que on va aller toucher un pan de l'industrie qui est différent un petit peu, qui va peut-être amener des gens comme Stéphanie disait, les gens qui gèrent des influenceurs, gestionnaires de communauté, c'est des gens qu'on n'avait pas il y a 10 ans dans l'industrie. Un des enjeux, je voulais dire aussi, c'est que, pour ajouter sur ce que Stéphanie disait, c'est qu'il y a une époque, le pourcentage de femmes était encore plus bas dans l'industrie. Donc, avec le temps, les gestionnaires qui ont pris l'expérience, mais c'est beaucoup des gars. Fait que c'est un enjeu que le temps va nous aider avec ça parce qu'on ne peut pas créer des gens qui ont 20 ans d'expérience instantanément dans les rôles. Ben oui, il faut commencer quelque part. C'est un enjeu qu'éventuellement, ça va s'aider, mais c'est de favoriser une parité au niveau décisionnel, de s'assurer qu'on a des équipes qui sont bien balancées aussi pour créer les modèles, comme Stéphanie disait. C'est quelque chose qu'on travaille très fort à faire, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux les gens, ces gens n'existent pas aujourd'hui, ou sont des perles où ils sont très peu nombreux, en fait. Là. Pour revenir à ta question sur le B2B, en fait, c'est-à-dire les solutions d'affaires utilisant la technologie ou les connaissances du jeu vidéo, mais pour des industries autres. Juste une petite donnée, Unity et Unreal, Unreal Epic, donc pour l'engin Unreal, ont publié en fait que maintenant, pratiquement la moitié de l'utilisation qui est faite de leur technologie, c'est à l'extérieur du jeu vidéo. Donc oui, il y a vraiment quelque chose à faire là. Puis, est-ce qu'on est capable, je vous dirais, on est capable, oui, d'aller chercher des gens, c'est différent, on reste en technologie, donc on a encore un peu ce défi-là d'aller chercher plus de femmes, plus de diversité. Mais effectivement, c'est un autre corde à notre arc sur lequel on travaille. Donc, qui offre... puis, c'est un peu ça, là, on parle des jeux, même Dead by Daylight est quand même un jeu aussi dans une niche, dans un style précis. Bien vu, on a un plus grand spectre. C'est vrai, ça aussi. Quand on parle, par exemple, d'un jeu d'horreur, ça peut aussi... autant que ça attire, autant qu'il y a des gens que ça peut être plus difficile. Donc, on essaie aussi d'offrir un plus grand spectre effectivement, de projets sur lesquels travailler. La diversité attire la diversité, n'est-ce pas? Ça c'est bien dit. Merci d'avoir pris le temps, c'est très apprécié. Stéphanie Marchand et Jean-François Burroughs de Behavior Interactive, merci d'avoir été avec nous, c'est très gentil. Nous, on prend une très courte pause et on revient avec la suite d'une tasse de tech. Merci beaucoup. Merci. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et rebonjour et bienvenue à Une tasse de tech. On a un spécial. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Bardot de GoDaddy parce qu'on vous en parle depuis un bon bout de temps, mais
faire des sites web, c'est plus simple que ça en a l'air. Et pour le prouver, on a Jonathan qui va nous parler un peu de ça. Salut, Jonathan. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Je veux juste partir la machine. Ouais, Jonathan, il faut qu'il explique son rôle chez GoDaddy, parce que c'est notre partenaire depuis le début. On parle de GoDaddy à chaque présentation d'invité. Et là, on invite GoDaddy au podcast. Alors, c'est très, très drôle d'avoir Jonathan. Jonathan, quel est ton rôle chez GoDaddy? Je pense que les gens vont être surpris. Oui, dans le fond, je suis développeur principal pour tout ce qui est la plateforme là, qui fait l'interface entre les clients puis les services de GoDaddy. Là. Nous, on est concentré sur mon équipe, on est concentré sur la partie WordPress, en fait, chez GoDaddy. Ah oui, OK. C'est ça, j'allais dire, parce que moi, étant vieux, j'ai même du blanc ici, là, ça paraît. Quand je pense faire un site web, je pense à plein d'affaires qu'il faut faire comme une chaîne de 7-8 étapes compliquées, parce que, tu sais, il faut que j'achète le domaine, il faut que j'aille chercher le serveur, l'hébergeur, après ça, il faut installer WordPress là-dessus, c'est tout des morceaux. Mais ça a vraiment évolué, là, un jeune, mes enfants qui pensent à faire un site web aujourd'hui, ils font juste comme pop, puis ils ont un site web, puis je suis toujours flabbergasté, mais ça, c'est un peu ce que vous offrez, en fait. C'est ça qu'on dit, quand vous avez une solution intégrée. Créer un site web, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était du tout, là. Oui, effectivement, là, ça a tellement pris ça a tellement gagné en simplicité. C'est plus ce que c'était il y a 20 ans ou il y a 10 ans. En fait, ce qui est le fun chez GoDaddy, c'est qu'on offre une panoplie de services de dire est-ce que tu es très confortable ou tu fais juste commencer. Donc, si dans le fond, tu veux une solution vraiment compliquée, on va t'offrir des trucs un peu plus au niveau de WordPress. On peut compliquer ça, si tu veux, c'est ça, on peut te compliquer ça. On peut faire des sites WooCommerce pour vendre en ligne, intégrés avec des systèmes de paiement sur place. Ça peut aller jusque-là. Mais pour les personnes qui veulent juste avoir une simple place en ligne, on a des outils là, qui vont de GoDaddy Studio, qui est une app qui permet de créer des logos ou de juste avoir une page simple là, qui permet de lister les liens vers tes différentes propriétés en ligne, Instagram, Facebook. Il y en a plusieurs maintenant, des plateformes. Donc, c'est juste une page que tu veux regrouper toute ta présence en ligne. On offre ça aussi. Mais après ça, on a l'étape d'après où est-ce que tu peux vraiment créer un site web facilement là, avec notre créateur de site web GoDaddy. C'est ça, ça va de la création de sites web complexes où tu tapes ton code au WYSIWYG. What you see is what you get. Exactement. Là, c'est drôle parce qu'on sourit tous les trois parce que quand on pense à WYSIWYG, encore une fois, les vieux de la vieille, ça donnait quelque chose qui n'était pas vraiment chic. Et là, maintenant, le WYSIWYG, encore une fois, c'est plus ce que c'était. Là. Je t'ai vu en démo faire un site web à partir de ton téléphone. Et ça avait de la gueule. C'était assez fantastique. Comment vous développez ça en arrière? Il y a quand même de la magie qui se fait. C'est pas nous qui le faisons à mitaine, c'est vous qui, avec votre code, nous transpose nos désirs en réalité sur le web. Oui, exactement. C'est sûr que ce qui aide beaucoup là, dans les 10 dernières années, c'est que les navigateurs web ont implémenté toutes sortes de nouvelles normes qui font en sorte que c'est beaucoup plus facile de créer des interfaces ou des thèmes qui s'adaptent à plusieurs résolutions. Là, nous, on appelle ça le contenu dynamique. J'essaie de traduire, excusez-moi, dans ma tête, Web responsive? Oui, exactement. Voilà. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Donc, ça a fait énormément de progrès. Et donc, quand GoDaddy a voulu là, refaire leur créateur de site web, parce qu'on a eu plusieurs versions à travers les années, on a commencé avec une plateforme qui était donc sur mobile en premier. Là. On appelle ça Mobile First. Donc, en partant de là, on sait que la majorité des utilisateurs Internet de nos jours sont sur téléphone mobile. Donc, on s'est dit comment on peut rendre ça rendre ça le plus facile possible sur un téléphone mobile. Donc, en partant du plus simple et après ça, on peut faire le format tablette, on peut faire le format desktop si c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais tout ça, c'est rendu possible grâce aux nouvelles technologies web là, qui sont arrivées dans les dernières années. Oui, il y a ma fille qui m'a demandé un truc, puis je te soumets la question puisque ça m'a un peu interloqué. Si elle est très créative, elle fait du dessin sans bon sens, des dessins évidemment sur iPad avec un stylet, donc c'est des trucs numériques. Et là, elle pense NFT parce que c'était un truc à la mode il y a quelques mois. Ça se fait créer un site web pour vendre des NFT, c'est comme ça que ça marche? On peut faire ça vraiment facilement? Est-ce que c'est ça la logique?
Pour créer des NFT, ouais. Plus pour les vendre, en fait, parce que j'ai l'impression que ça m'apparaît quelque chose de très, très, très obscur, mais ce qu'elle me disait, c'est ça me prend un site web pour afficher les trucs, les œuvres, et ensuite les vendre en NFT. Je ne sais pas si c'est ça, tu me dis. Moi, si c'est vrai, parce que c'est une question qui me turlupinait et que je me demandais, bon, non, c'est comme ça que ça marche, les NFT? Je ne sais pas. Oui, effectivement, c'est sûr que il y a plusieurs plateformes en ligne là, qui permettent de vendre des NFT. Là. Justement, quand on parle de l'entrevue aujourd'hui, je regardais un petit peu, j'étais comme on va parler de NFT, c'est intéressant. Mais bon, GoDaddy, on n'a pas comme de solution spécifique là, pour les NFT, malgré que avec certains, avec WordPress, tu peux avoir ta boutique en ligne qui permet de transiger la vente de NFT. Mais ouais, c'est sûr que ça, c'est des solutions encore un petit peu complexes là, à mettre en place. Là. On n'a pas de solution one click là, comme on pourrait dire. Mm-hmm. Non, c'est encore extrêmement émergent. Moi, évidemment, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là assez intéressant quand même. Moi, j'ai une question piège pour Jonathan. Jonathan, je vois de plus en plus, et ça me fâche à chaque fois, je vois de plus en plus des liens vers le site web de l'entreprise et ça tombe sur une page Facebook. Ça tombe sur une page Instagram. Et là, je suis fâché. Je me dis, là, tu as une page Instagram, tu n'as pas de lien, tu n'as pas d'adresse, tu ne sais pas s'ils ont une page Facebook, tu ne sais pas c'est quoi leur adresse officielle, tu n'as pas un lien vers Instagram. Et pourtant, c'est facile de faire un site web en 2022, justement, ne serait-ce que pour présenter tes différentes présences sur les plateformes sociales. Pourquoi les gens ne font pas de site web en 2022? As-tu des pistes là-dessus? Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que même moi, je suis extrêmement frustré de ça, personnellement. Surtout les restaurants, il faut peut-être le PDF sur la page Facebook pour voir le menu. Ça, je comprends pas. Ça devrait prendre 10 minutes de faire un site web pour un restaurant. Oui, effectivement. Mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs ou de PME qui se lancent, puis la barrière d'entrée là, sur Facebook, c'est tellement bas que souvent, ils vont opter pour le plus facile. Malgré tous les outils qu'on peut développer ou autres, le monde, on dirait, vont pour la facilité. Mais effectivement, être prisonnier d'une plateforme là, ou avoir ta première entité là, comme une page Facebook ou Instagram ou TikTok, ou etc., là, on peut toutes les nommer, c'est extrêmement contraignant, moi, je trouve, pour la plupart des personnes, parce que à la fin de la journée, si la plateforme elle décide, puis ça a déjà arrivé, de dire, bon, tu ne conviens pas à nos règles d'utilisation, on te sort, là, tu as perdu ta première place en ligne là, pour te faire, qui est ton image, finalement. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a tellement de solutions qui sont disponibles pour même juste créer une page qui regroupe toutes tes présences sur ces différentes plateformes-là. Notre app GoDaddy Studio, là, on a même un petit onglet là, qui s'appelle lien dans la bio. Donc, au lieu de mettre ton lien dans la bio d'Instagram ou Facebook, etc., qui mène vers ta page Facebook ou Instagram, encore une fois, tu vas pouvoir avoir une page qui dit, bon, voici mon lien Instagram, TikTok, Snapchat, etc., nos heures d'ouverture. Tu peux juste mettre les informations de base, mais au moins, tu contrôles le message. Puis, ça devient ta présence. Là. Exactement. Ce qui nous fait réaliser, Pascal, qu'on devrait créer un site web pour une tasse de tech. Peut-être qu'on devrait tester la machine. En fait, on devrait faire ça. Ça devrait être notre prochain objectif avec toi, Jonathan. On devrait se revoir pour créer le site web d'une tasse de tech. Oui, on peut faire ça rapidement, effectivement. Écoute, as-tu 10 minutes? Oui, c'est ça. Là, on va prendre une courte pause. On revient, puis on a un site web. On a un site web. C'est pas mal comme ça. Sérieusement, la démo avec le téléphone, ceux qui savent, quand je présente GoDaddy comme partenaire, godaddy.ca, j'explique souvent qu'on peut rapidement faire un site web. Pour les gens qui se demandent, justement, j'ai pas de site web, c'est compliqué en faire un. Jetez un coup d'œil sur l'application. Avec votre téléphone, vous allez créer un site web de base en 10 minutes. Et puis après ça, tu peux le publiciser sur ça. Puis je crois aussi pour le référencement web, c'est intéressant. Si on te cherche, on ne trouvera pas nécessairement ta page TikTok, mais on va trouver ton site web plus facilement. Tout pointe vers ça. Exactement. Puis tu as l'entière, dans le fond, ce qui est intéressant, surtout pour les créateurs de contenu, c'est d'avoir le contrôle complet sur ton image. Hein. Donc, avoir ton site web, ça passe aussi par là.
Puis ça montre aussi un certain niveau de professionnalisme, déjà d'avoir une présence avec un nom de domaine. Tu peux même ajouter des courriels avec ton nom de domaine personnalisé. Il y a plein d'options, puis c'est souvent à moindre coût. Quand je parlais d'avoir juste une page là, qui mène vers différents liens, là, GoDaddy Studio, c'est même gratuit. Là. Vous pouvez mettre ça en place, puis ça vous permet d'au moins commencer en quelque part. Puis après ça, si vous voulez, ça prend de l'ampleur, puis vous voulez avoir plus de services, ben il y a toujours moyen, là, à moindre coût, d'ajouter par-dessus ça. Là. Oui, c'est un bon point de départ, effectivement. Ça va être à suivre, puis ça donne des idées pour... Peut-être que je vais te rappeler, puis on va se faire des NFT sur mon site web, unetassedetech.com, Jonathan. Ça va être à suivre. Merci, Jonathan, d'avoir été avec nous. Très intéressant. Jonathan Bardot, donc, de GoDaddy, qui vient nous expliquer que faire un site web, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je réalise à chaque fois, c'est que ça s'est vraiment simplifié comparé à l'époque où j'ai commencé à bidouiller sur Internet. Merci d'avoir été avec nous, Jonathan, très intéressant. Ça fait plaisir. Merci. Nous, on prend une mini-pause et on revient avec nos essais de produits de la semaine. Bougez pas. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech édition. On vous présente nos nouveautés de la semaine. En fait, on fait un peu du rattrapage parce que je faisais le bilan la semaine dernière. Ça en est passé des affaires. On le disait en entrée d'émission. Et il faut temporiser des fois parce qu'on ne va pas tout présenter d'un coup. Et d'ailleurs, j'en profite en passant pour ceux qui veulent voir ce qu'on fait à chaque semaine. Il y a possibilité de nous voir sur notre page Facebook, notre page, on a une chaîne YouTube aussi où on a atteint un seuil d'abonnés qui nous permettrait maintenant de recommencer. Pascal, quand tu viens en studio, tu viens et on va le refaire. Diffusé en direct à partir de nos caméras intelligentes, style studio de poche. Et vous pouvez aussi nous écouter, bien sûr, parce que vous le faites probablement déjà sur les différentes plateformes de balado. On a mis à jour la description. Dites-nous-le si elle n'est pas bonne, c'est ma faute. Je dois revoir avec les gens de C23 justement la bonne description pour qu'on atterrisse dans les bonnes catégories, dans les bons catalogues. Mm-hmm. Et vous êtes déjà assez nombreux à nous écouter. On est très heureux, mais on veut toujours rejoindre tout le monde et plus de monde. Et ainsi de suite. Donc, faites-nous signe. Si ce n'est pas à votre goût, on va ajuster le tir. Parlant de choses qui ne sont pas à notre goût et pour lesquelles le tir pourrait être ajusté, on a une montre qui... Mon Dieu que les attentes étaient élevées. Oui. Et finalement, c'est pas tout à fait ce que... En tout cas, moi, c'est presque ce que j'aurais aimé. Oui. Une affaire trop petite, une affaire trop lente. C'est ça. C'est très, très drôle. La Pixel Watch, la montre qu'on attendait, la réplique à l'Apple Watch d'Apple, lancée en 2022. L'Apple Watch est rendue à sa 8e génération. La barre était haute. Moi, j'attendais la montre Google, la montre compatible avec Android qui fonctionne super bien. Et elle est sortie. Et première impression, écoutez, globalement, je ne suis pas malheureux. Et c'est ça qui est fâchant. Ça avait été désastreuse à tous les niveaux. On aurait pu dire, n'achetez pas ça, c'est épouvantable. Sauf qu'en général, elle fonctionne. Elle fonctionne plutôt bien. Elle est jolie. J'ai pas de plainte. Personne n'a dit, elle est moche ta montre. Mais elle est petite, comme tu l'as dit. Elle est seulement 41 mm de diamètre pour une montre ronde que je trouve très esthétique. Elle est plutôt petite. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus costaud. Oui, si l'affichage dessus est plus petit encore que ce qu'on a l'impression. Première chose qui est décevante, l'affichage n'est que de 3 cm. Donc, 41 mm, on perd 1 cm d'affichage. Quand c'est rond, ça devient petit. Et moi qui commence à avoir besoin de lunettes pour voir de près, des fois, j'ai dû m'approcher puis j'étais comme, voyons, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur la montre. Donc, le fait d'avoir une montre peut-être plus grande, moins de bordure, plus d'affichage, ça aurait été une bonne chose. On se dit, l'affichage est petit, la montre est petite, peut-être que l'autonomie est bonne, peut-être une semaine pour concurrencer Apple, qui a à peu près 24 heures. Mais non, l'autonomie est d'à peu près 24 heures. Quelqu'un disait sur Internet, « Ah, moi, je suis parfaitement satisfait de l'autonomie, ça va super bien. Je charge ma montre matin et soir et je n'ai jamais eu de... » Ah ben oui, si tu charges ta montre 2 fois par jour. Mm-hmm. Moi, personnellement, je vois la montre de Huawei qui se recharge aux 2 semaines, les montres Fitbit, qui est une propriété maintenant de Google, qui vont jusqu'à une semaine facilement d'autonomie avec les montres Fitbit. Je m'attendais que la montre Android, la montre de Google Pixel, se démarque au niveau de l'autonomie. Et non. Là, les gens vont dire, oui, mais Apple, c'est 24 heures aussi. Oui, mais pour une montre qui permet de mesurer le sommeil, je trouve ça t'en charges quand ta montre? Quand tu prends ta douche, il ne faut pas que tu oublies, sinon ta montre va arrêter au milieu de la journée. Pas évident. La bordure, on l'a mentionné, j'aurais aimé avoir un modèle un peu plus grand, avec peut-être un modèle plus luxueux.
Un modèle 44 mm, 48 mm pour la Watch Pro d'Apple, 48 mm, ça fait un beau truc, rond au poignet, ça aurait été fantastique. Le bracelet propriétaire, je suis désolé, je trouve ça répugnant. Ah, le connecteur sur le cadran, oui, effectivement. Oui, et là, vous allez dire, Apple Watch fait pareil, Fitbit fait pareil. Oui, mais c'est gênant, c'est un bracelet. Oui, mais c'est plus simple. C'est pas une raison pour refaire la même erreur que les autres, effectivement. Ben, c'est ça, tu Je pourrais vais offrir aller... des bracelets. Oui, ben, je vais ajouter un petit peu là-dessus parce qu'ils ont lancé la montre avec le bracelet en silicone seulement. Il y a comme plein d'accessoires à venir plus tard. On ne sait pas quand ils vont venir, qui auraient rendu la montre déjà en partant un peu plus esthétique. Parce que c'est aussi un accessoire de mode, non? Et ça, ils ont oublié de le faire du jour 1. Exactement. Puis en plus, j'ai regardé sur eBay, déjà, on peut voir des bracelets pour la montre, la Pixel Watch, à partir de 11,99 en métal. Sûrement que la qualité va être désastreuse. Mais je me dis que Google n'ait pas les moyens d'offrir quelques bracelets au départ. Puis on s'entend que les bracelets en silicone, ça ne devrait pas coûter très, très cher. Exact. Parce que le minimum, c'est 30 quelques dollars minimum. Là, mon assistant Google s'emballe parce que je le nomme. Pas d'accord. Hey, c'est pas cool la montre. Oui, l'autre chose qui m'embêtait, c'est le fameux It Just Works d'Apple. J'ai trouvé que la configuration pourrait être plus simple. C'est compatible avec Fitbit. Je me dis, ils vont me dire lors de la configuration, voulez-vous qu'on associe votre compte? Ben non. Je pensais que ça enregistrait mon sommeil et tout. Il a fallu que j'active Fitbit. Donc, on me demande, veux-tu connecter ton compte? Là, c'est comme, voyons, ça fait 3 jours que je pensais que j'avais mes activités enregistrées. Il faut se connecter à Fitbit. L'onboarding à chaque application. Veux-tu activer? J'ai mon paiement mobile, je vais l'activer. Non, il faut activer, il faut choisir le compte, il faut réactiver. Il y a possibilité, on dit, belle caractéristique, tu peux utiliser l'application, un aperçu de ta caméra quand tu prends des photos avec ton téléphone Pixel, tu peux voir l'aperçu dans ta montre et prendre ta photo en contrôlant avec ta montre. Tu dis, wow, c'est bien le fun, je cherche l'application, comment ça marche? Il faut installer l'application photo. Je suis comme, voyons! Pourquoi on n'a pas lors de l'installation, première conférence, en passant, vous pouvez faire ça, voulez-vous qu'on installe? En passant, c'est Fitbit, veux-tu qu'on ajoute ton compte? Et là, tu te retrouves après quelques minutes de configuration. À chaque étape, j'ai eu à me reconnecter. Ça m'a embêté. Ensuite, on se dit, c'est une montre qui est sortie en 2022. Tous les capteurs, ça devrait être le top du top des capteurs. Il semble que le capteur de rythme cardiaque est super précis. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire. Mais il n'y a pas de mesure de saturation de l'oxygène au lancement. Le capteur est là, ils l'ont pas intégré. Je me dis, voyons! Il manque des morceaux, ben oui. Il manque des morceaux. Il n'y a pas de capteur de stress en continu, quelque chose qu'il y a sur certains bracelets Fitbit. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire, mais il n'y a pas de capteur de stress en continu qui aurait été une belle caractéristique pour se démarquer. Les nouveaux profils de sommeil de Fitbit ne sont pas supportés. Fitbit qui annonce de son côté, puis c'est Fitbit, propriété de Google, ça devrait se parler, ce monde-là. Ben oui. Il n'y a pas de réveil en douceur en fonction de ton cycle du sommeil. Je me dis, voyons! Il n'y a pas de détection automatique de l'entraînement. Voyons, si tu démarres un entraînement, ça ne détecte pas que tu fais du vélo, il faut le faire à la main. Donc, c'est des mises à jour, certaines mises à jour logicielles pourraient être bonifiées. L'option, la détection des chutes va être déployée que plus tard. Ça fait, voyons, on lance un nouveau. Et en plus, pour avoir des données intéressantes de sa montre Fitbit après 6 mois, il faut payer l'abonnement à Fitbit Plus, Fitbit Premium, qui est 12,99 par mois ou 104 par année. Comme, voyons. Il aurait pu offrir gratuitement pour ceux qui ont la montre Pixel. Le processeur, nouvelle montre 2022, on met le maximum, on met la dernière génération de processeurs qu'on peut. Ben non, c'est un processeur Exynos 9110 qui a été lancé en 2019. Voyons! 3 ans plus tard, ben oui. 3 ans plus tard, on met le processeur. La vitesse ne m'a pas embêté. Je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait pu être? Mais je vais te le dire, la vitesse est embêtante avec Google, le Google Pay, le Google Wallet. Oui. Pour payer, tu le vois que le processeur travaille très, très fort. Il y a une fraction de seconde où tu sens, ouf, tu sais pas si ça va arriver. Tu arrives pour payer, tu as la file en arrière, puis tu te sens nono. J'ai sorti mon téléphone, je me dis, ça va aller plus vite. Tu as tout à fait raison. Puis c'est le genre de flottement qui aurait peut-être pu être négligeable ou ça aurait pu être beaucoup plus performant. Puis aussi, ça aurait permis des mises à jour futures. Ça aurait donné un potentiel de mise à jour future, un processeur plus costaud, plus de mémoire, plus de trucs. Et là, on se dit, ça, si ça avait été 200 $, cette montre-là, ça aurait été le deal du siècle. Ça aurait été correct. Fantastique, montre d'entrée de gamme. Et en passant, on prévoit une Pixel Watch Plus, Pixel Watch Pro. Puis là, tu vas payer un peu plus cher, mais tu vas avoir...
Non! Elle est 450 $ pour le modèle de base. Exact. Puis un modèle LTE plus cher encore. Le modèle LTE, 530 $. Donc, c'est complètement fou. J'aurais aimé faire l'essai du modèle LTE. Vidéotron n'a toujours pas de eSIM et ça m'énerve. Pendant ce temps-là, on peut s'acheter la Apple Watch Series 8 de base, le dernier modèle de l'année, avec détection de l'oxygène sanguin, détection d'accident, grand choix de bracelets, 529 $. À peine plus, tu as le top, tu as le modèle de l'année d'Apple, processeur de l'année, et tu as l'Apple Watch SE à 329 $, 100 $ de moins. C'est complètement fou. Si à 300 $, j'ai dit 200 $, ça aurait été le 10 du siècle, à 329 $, prix similaire à l'Apple Watch SE, ça aurait pu être acceptable. Fait que moi, je crois sincèrement, puis tu m'en avais parlé, m'en avais glissé un mot, pour moi, la Pixel Watch, c'est un projet de 2019 qui ont mis rapidement... tabletté le temps de la pandémie. Puis qui ont sorti sans le mettre à jour, sans changer le processeur, sans améliorer tout ça. La bonne chose, c'est que le paiement mobile, c'est avec le portefeuille Google et pas le portefeuille Fitbit. Donc oui, on peut maintenant payer avec une montre Android. On peut avoir une carte débit là-dessus, On peut avoir une carte débit, ça a été bien. Ça m'a pris du temps, évidemment, à bidouiller, parce qu'il a fallu que je rentre mon compte, puis il y avait un conflit avec le compte de Google. Mais enfin, j'en parle pas plus, mais c'est complètement fou. Fait que la bonne nouvelle, c'est que Google est sur la bonne voie. Je me dis un peu comme le téléphone Pixel, ça a pris quelques années avant de se trouver. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer l'an prochain et j'espère qu'ils vont corriger tous ces petits bémols-là sur une montre qui autrement fonctionne bien. Si ça avait été une montre en 2019, ça aurait été fantastique. Il y a des gens qui ne se parlent pas chez Google entre les logiciels et le matériel parce que Wear OS, qui est le système sur lequel repose la montre, c'est un excellent système qui a extrêmement... Il y a beaucoup de potentiel. Il est sous-exploité par Google sur la montre. Je vais aller plus loin, c'est qu'on configure la montre avec l'application Pixel Watch sur le téléphone Pixel de Google et non pas dans Wear OS. Donc, on ne peut même pas configurer la montre avec un iPhone, ce qu'on aurait pu faire avec Wear OS parce qu'on sait qu'il existe aussi sur iOS et sur les autres téléphones Google Android aussi, on le sait. Ça aurait été une occasion d'arriver, pouf, avec un produit universel. Compatible avec les deux plateformes. Et là, je me dis, il aurait pu montrer que nous, on est compatible avec les deux plateformes. Encore une fois, si ça avait été moins cher, ça aurait pu être tentant pour les utilisateurs de montres Apple de se dire, je vais prendre le volet Google. En même temps, je peux comprendre le pied de nez à Google de dire, hey, on est tanné de jouer sur les deux, d'offrir une expérience moins intéressante du côté Apple parce que vous avez des barrières qui empêchent d'avoir des textos, des trucs comme ça dans son bracelet. Donc, de dire, on se détache du système Android, de iOS, on va se concentrer sur Android. Mais c'est quand même très... je pense qu'on a voulu vendre le produit à quelques certains qui auront l'audace de l'acheter pour avoir une espèce d'idée du comportement des utilisateurs pour une version ultérieure qui serait meilleure. Mais longue histoire, ce que ça veut dire, c'est achetez pas celle-là, achetez la suivante. C'est ça. Et pourtant, moi, je dirais, si vous en voulez une, elle fonctionne, elle est correcte, mais attendez les Si vous avez des petites montres, elle est jolie. Moi, j'aime des montres un peu plus costaudes, je trouve qu'elle fait pas... Ou en tout cas, attendez que les bracelets sortent. C'est Merci, Pascal. Merci à toi. Puis toi, tu veux nous parler d'ordinateur portable qui est très, très, très joli. Notre partenaire Microsoft, qu'on remercie en passant. Je parle du M dans les GAFA parce qu'on n'inclut pas souvent Microsoft dans les géants techno. Ben, Microsoft fait des beaux produits. Honnêtement, au niveau matériel, c'est étonnant ce qu'ils font. Sous la gamme Surface, on a eu, la dernière fois, je pense que c'était même le téléphone Surface Duo 2 qui était quelque chose. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il fallait que je le retourne, puis ça m'a quasiment fait de la peine parce que c'est quelque chose, un produit que je voyais de l'utilité. Et la semaine dernière, ils ont présenté leur nouvelle gamme Surface. Il y a quelques nouveautés, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la Surface Pro 9 qui, pour ceux qui s'en rappellent, est inspirée, et c'est un peu la même chose avec la Pro 8, d'un produit qui regardait vers l'avant, qui s'appelait la Surface Pro X, qui était un peu, ça a été lancé il y a 2 ou 3 ans comme voici ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut faire comme dans le monde de la tablette Surface dans 2-3 ans. Et la Pro 9, X en romain, on le sait, c'est 10, donc c'est peut-être la prochaine version de ça. Et la Pro 9, sérieusement, est vraiment, vraiment proche de la Pro X en termes de présentation de format et tout le reste. C'est une tablette 2 en 1, donc c'est une tablette de 13 pouces avec un très bel écran extrêmement lumineux, extrêmement détaillé, qui se veut aussi, quand on en a besoin, un portable, donc un ordinateur sur lequel on peut faire le fameux mot-clé, c'est productivity, donc productivité, c'est-à-dire c'est un outil de travail, on peut créer du contenu. Ça vient dans la boîte avec un stylet. Je pense que c'est le stylet 2, je ne sais pas comment ils l'appellent chez Microsoft, mais c'est vraiment une des générations plus récentes du stylet qui se recharge par connexion aimantée sans fil. Donc, il n'y a pas de port physique, mais il se dépose très bien dans l'étui clavier. Mais le problème, c'est que l'étui clavier, vous l'achetez à part, il est 350 $. Donc, en partant, ça, c'est un plus. Toute la question financière associée à la Surface Pro 9, c'est vraiment son plus gros défaut parce que l'appareil
commence à 1 250 $, ce qui est tout à fait correct, mais se vend jusqu'à 3 300 $. Et là, ça n'a aucun bon sens et c'est hors de prix. Mais une tablette Surface Pro 9, comme on l'aime, coûte entre 2 000 et 2 500 $. Et ça, c'est, à mon avis, un peu trop cher. Ce qui est dommage parce que l'appareil fait extrêmement bien. On peut l'installer, le configurer rapidement. C'est Windows 11, on le sait, en version tactile est excellent. On peut, qu'on tape à l'écran ou qu'on utilise le pavé, les tactiles, une souris, peu importe. Il y a 2 ports USB-C Thunderbolt 4, donc le transfert de données est extrêmement rapide. Là, on a le choix, soit des processeurs Intel Core i5, i7, soit le processeur fait maison par Microsoft qui s'appelle maintenant SQ3, qui est une architecture ARM, qui, comme c'est pas du x86, là, les processeurs Intel, n'est pas compatible avec tous les logiciels qui sont compatibles, eux, avec Windows 11. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est sérieusement le plus cool processeur de toute la gamme Surface Pro. C'est plate parce que... ta voix toute douce pour que ça reste entre nous parce que, tu sais, Intel, c'est Intel, mais ils ont... Tu sais, Apple a abandonné Intel il y a un petit bout de temps, puis on fait c'est bien, c'est Apple, mais là, Microsoft, ce qu'il est en train de prouver, c'est qu'il y a possibilité de faire des meilleures mécaniques en dehors d'Intel, et Intel n'est pas capable de réagir parce que là, ça va plus vite. Clairement, ça fonctionne, c'est pas à 100% sur tous les logiciels, mais quand ça fonctionne très bien. Et l'autonomie d'une Surface Pro 9 à processeur Microsoft SQ3, c'est 19 heures maximum par charge, alors que sur de base, le Pro avec un Core i5 qui est correct en termes de performance, on a 15 heures de batterie. Donc, juste là, on a au moins à performance équivalente, on a plus de batterie avec le processeur Microsoft. Donc, ce que ça dit, c'est qu'éventuellement, il va falloir qu'Intel se donne son propre coup de pied dans le derrière, sinon Microsoft a quelque chose d'intéressant. Ce qui est le fun avec cette tablette-là, en plus de tout le reste, j'ai dit ça venait avec un stylet, mais il y a aussi, on le sait, la béquille intégrée à l'arrière, qui permet, peu importe, de toujours la tenir debout. Et quand ça permet de faire des appels vidéo sans se casser la tête, c'est quelque chose qu'il n'y a pas vraiment d'autres tablettes qui offrent dès la sortie de la boîte. La plupart des tablettes, il faut les tenir avec nos mains si on veut vraiment qu'elle soit droite pour faire un appel vidéo. Et la caméra là-dessus pour faire des appels vidéo, elle est impeccable. On le sait, Microsoft, c'est Microsoft, donc il y a toute la suite Office et il y a Teams qui vient avec si on veut aller là, mais même si on utilise une autre plateforme, que ce soit Zoom ou peu importe, c'est vraiment irréprochable de ce côté-là. La qualité sonore aussi pour les appels n'est pas mauvaise. Le volume est bon. La tablette n'est pas bruyante dans le sens où ses composants font du bruit, mais dans le sens que ses haut-parleurs sont stéréo, premièrement. Et deuxièmement, sont aussi assez très puissants là, pour ce format-là. Ça m'étonne. À tel point que c'est rendu un problème. Il faut vraiment baisser le son très, très bas, très, très faible pour ne pas déranger les gens autour. Donc, c'est un peu le problème inverse. Mais cela dit, oui, puis l'autre truc que je voulais dire, ça m'a fait rigoler, c'est que si vous ouvrez derrière la béquille, il y a un petit clapet, et si vous l'enlevez, vous voyez tout de suite la mémoire SSD qu'on peut remplacer. Wow! Il y a cette espèce de volonté et c'est pas toute la patente, parce qu'on peut pas remplacer la mémoire vive ou rien, là, mais au moins on peut, si on veut avoir plus de stockage plus tard. Donc, on peut acheter une surface pas chère, entre gros guillemets, parce qu'elles sont toutes chères, mais moins chères, disons, que ce qu'on achèterait. Et quand on en aura besoin, remplacer le stockage, le petit disque dur dedans par un disque dur de meilleure capacité. Donc, ça, c'est en cas de bris. Si jamais il y a de la corruption de la mémoire, si jamais ça brise, ça aussi. Remplacer. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose qui ne s'enlevait pas avec un petit capot comme ça. Là. J'ai l'impression que les versions à processeur Microsoft aussi ont une fente pour carte cellulaire, pour carte SIM aussi dans cette même ce petit port-là, parce qu'il y a une version 5G de cette tablette-là qui est vendue aussi un petit peu plus cher. Donc, on a juste à popper la carte SIM et là, on a d'un coup une connexion permanente. Et là, les cartes SIM, il me semble, ça fait 2021. On est maintenant vers le eSIM. On aurait pu mettre du eSIM, mais là, c'est une autre conversation. Mais en même temps, il n'y a pas grand monde, j'imagine, qui achète une tablette pré-connectée à Internet. Mais bon, pensez-y, ça commence donc à 1 200 $, 1230, je pense, pour être très précis. Écoute, c'est une belle tablette. Il faut vraiment vouloir vivre avec le concept 2 en 1 parce que le clavier... accessoire, premièrement, coûte 350 $, mais aussi c'est une interface qui n'est peut-être pas entièrement naturelle, mais on peut brancher ça sur son poste de travail, un moniteur externe, un clavier, tout ça par USB-C, débrancher quand on a besoin de s'en aller quelque part, et on a quand même un appareil qui soit divertissant, parce que l'écran pour regarder des vidéos, il est exceptionnel, et le clavier, quand on en a besoin, on l'a. Donc, c'est un bon compromis. Mais c'est ceux qui cherchent une expérience plus portable, plus ordinateur, ont aussi le Surface Laptop 5 qui a été présenté comme nouveauté. Je ne l'ai pas avec moi, mais ça aussi, c'est un bel appareil. Mais la Surface Pro, écoute, c'est un... En fait, c'est drôle parce que je le présentais en début d'entrée d'émission avec le iPad Pro, pas neuf. Oui, on en parlera plus longuement après. Là, on parce revenait, mais je voulais vous présenter parce aussi. que ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont exactement en version 13 pouces pour l'iPad le même
Ils Oui. sont le même Oui. format et je pense qu'ils ciblent le même public. Les gens qui veulent une tablette et qui ne savent pas trop, mais qui vont aussi peut-être s'en servir comme ordinateur. Donc, ils peuvent l'équiper d'un clavier, d'un étui-clavier. Puis c'est exactement le même créneau. Donc, clairement, il y a dans le marché des tablettes une tendance vers ça. On y reviendra pour l'iPad Pro, effectivement, mais ça vous donne une idée d'où ça va ce marché-là. Et la Surface Pro 9, ben, contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a plusieurs années, Microsoft a trouvé une niche pour ça. Et dans le marché des produits pour entreprise, le prix est souvent moins embêtant. Voilà. C'est des supports techniques et tout, puis la possibilité d'enlever la mémoire à l'arrière, vraiment, vraiment chouette. Yes, monsieur. Est-ce qu'on en est au point où on remercie nos partenaires? Vas-y fort, mon Pascal! Alors, avant de te saluer, Alain, je vais remercier nos partenaires Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, C23, le groupe Cogeco qui distribue cette délicieuse balado-diffusion. Claude Hébert, la mise en onde. Merci, Claude. Alain McKenna, je vous salue. Alain McKenna. Merci, Pascal Forget. Oui. PascalForget.com. Visitez mon site, c'est toujours agréable. On répond, on est sur les médias sociaux, on est un peu partout, facile à joindre. À la semaine prochaine, M. McKenna. J'ai hâte de Même vous chose, M. Forget. Abonnez-vous à notre balado si ce n'est pas déjà fait, les amis. Sinon, on se revoit, nous, la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut!